Idadou, Virgile Aronce. Bonjour à tous, bienvenue. Nombre de Béninois ont salué la décision du gouvernement de suspendre les concours de recrutement à la fonction publique au titre de l'année 2015. La même clameur a également salué la dernière décision d'annulation des concours de recrutement au profit du ministère de l'économie et des finances. Quelques discordances tout de même. Manifestation de protestation hier à Parakou par exemple. Le débat est désormais aux conséquences juridiques et judiciaires de cet acte. Sur le sujet, nous avons invité aujourd'hui deux avocats qui n'ont pas les mêmes points de vue. Maître Patrick Tchakpe, avocat des lauréats des concours annulés, et Maître Jacques Minga, lui, on peut dire, il défend son opinion. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur Avancé. Dites-nous, Maître Patrick Tchakpe, qu'est-ce qui fait que vous voyez les choses autrement que tout le monde? Vous êtes presque la seule hirondelle là, à défendre ce point de vue-là, vous et vos lauréats, on va dire. Merci beaucoup. Et je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité ici pour débattre de ce sujet avec vous ce matin. Et ce que je voudrais tout à l'heure vous faire remarquer, parce que lorsque vous dites dans la présentation que bon nombre de Béninois apprécient cette décision qui a été prise par le Conseil des ministres, moi je crois honnêtement que, puisque vous-même vous l'aviez ajouté, qu'il y a donc des protestations, je crois qu'on n'arrive pas à mesurer, mais je crois que de mon côté, je peux vous dire que beaucoup aussi ne sont pas d'accord par rapport à la démarche empruntée, tout simplement parce que vous voyez un peu, nous avions les mêmes objectifs. Et on peut considérer que vous voyez bien souvent ceux-là, donc il n'y a que ceux-là que vous voyez. C'est pas, je ne dirais pas que je ne vois que ceux-là. Je sais, même au niveau de la commission qui a travaillé et au niveau donc des cadres de l'administration, je crois que certains ne sont donc pas d'accord. Donc je peux vous dire que nous avions les mêmes objectifs. Et parce que vous convenez avec moi aujourd'hui que lorsque vous prenez en réalité l'administration publique, elle est tellement si déjà politisée qu'on ne peut pas accepter des fraudeurs si entre-temps, c'est-à-dire qu'il y a donc des fraudeurs qui ont pu réussir donc à des concours. Mais le problème qui se pose donc aujourd'hui est de savoir, mais par rapport aux prétendues fraudes, encore faudrait-il qu'on établisse donc ces fraudes et qu'on puisse donc savoir et comment on pourrait donc régler le problème donc des fraudes s'il y avait eu donc des fraudes. Donc moi je crois aujourd'hui que on a effectivement donc le Conseil des ministres a procédé à l'annulation et moi je trouve si vous voulez, c'est-à-dire que la décision de l'État à mon avis en fait n'est pas responsable. Et d'abord premièrement, vous savez, l'État est une continuité et étant une continuité, c'est que vous ne pouvez pas, l'État ne peut pas lui-même organiser, l'État lui-même ne peut pas organiser des concours, se permet de proclamer les résultats et à la fin, reviennent donc sur ces concours qui ont été organisés, dont les résultats ont été proclamés. Et deuxièmement, je peux vous dire... Mais il n'est pas à peine de vue que l'État, c'est également des hommes qui le représentent, des acteurs, et ces acteurs ont évolué en temps, ce ne sont plus les mêmes. Oui, mais c'est-à-dire que si on résume en fait l'État à des personnes, cela veut dire tout simplement que si aujourd'hui, je vous donne un exemple très simple, cela veut dire aujourd'hui que tout ce que ce gouvernement est en train donc de faire, notamment, vous savez très bien que leur premier conseil des ministres avait consisté à évaluer les incidences financières par rapport aux réquisitions prises par l'État en vue de voir comment indemniser. Cela veut dire tout simplement que si demain quelqu'un d'autre arrive, remettra également tout ça donc en cause, alors qu'on sait très bien que lorsque vous prenez donc des réquisitions contre donc des privés, cela devrait donner lieu à des indemnisations qui coûtent plus cher donc pour l'État. Donc partant donc de là, résumer en réalité l'État aux personnes, cela veut dire tout simplement qu'un autre va venir demain, va remettre également tout ça donc en cause. Et je crois que c'est pas ce que le Bénin veut, parce que ça vous met complètement dans une situation d'instabilité administrative, d'insécurité judiciaire. Ça fait que je crois que l'État doit pouvoir être responsable. Et quand il pose donc les actes, les dirigeants
qui sont là et qui posent au nom de l'État, ces actes-là doivent pouvoir répondre donc de ces actes sans pouvoir donc se distinguer de par leur personne. Oui, mais ici, il s'agit bien de faits. On cite plus d'une vingtaine d'irrégularités constatées donc dans l'organisation de ce concours, ces irrégularités qui ont fondé donc cette décision. Vous en avez connaissance? Bon, voilà encore un autre aspect, parce que je peux vous dire, et je crois que le bâtonnier Migan et en face donc de moi conviendrait également avec moi que lorsque par exemple vous proclamez les résultats d'un concours, la proclamation d'abord en elle-même est un acte administratif. Et la loi dit que vous aviez un délai de 2 mois pour pouvoir donc actionner contre ces résultats proclamés. Alors ici, en l'espèce, parce que le délai joue contre l'État à compter donc du jour de la proclamation donc, des résultats et joue contre les lauréats à compter du jour de la notification de la décision ou du moment où ils ont pris connaissance de cette décision. Et vous organisez donc des concours qui font plus d'1 an alors qu'il y a déjà eu l'épuisement des voies de recours pratiquement, et vous passez, vous êtes hors délai et vous venez maintenant revenir donc sur ces concours. Je crois que c'est pas un acte responsable. Et en dehors donc de ça, parce que est-ce que tout ça n'est pas fait pour mettre justement le gouvernement et tout le monde devant le fait accompli? Est-ce qu'il n'y a pas une précipitation? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'en viens. Parce que si de point de vue administratif, les délais sont épuisés et que vous ne pouvez pas aujourd'hui donc revenir vous-même sur cette décision, c'est-à-dire n'en demeure moins que et vous aviez quand même la voie pénale qui s'ouvre, qui est toujours donc en cours. Parce que la voie administrative, lorsque vous la laissez, c'est que vous pouvez aller donc dans la voie pénale. Et c'est pour ça que moi j'étais content pour cette commission qu'on avait essayé de mettre en place pour essayer donc de situer donc les responsabilités. Le gouvernement n'a pas exclu la voie pénale non plus. Non, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui se pose au niveau donc de la commission, parce que je reviendrai tout à l'heure donc sur la composition de cette commission. Lorsque vous voyez un peu la commission qui a été mise en place pour pouvoir donc le faire, moi j'étais l'avocat donc des intéressés. Alors j'ai écrit au ministre de la fonction publique et j'ai écrit au président donc, de la commission pour dire que j'étais l'avocat donc des lauréats et que je mettais à disposition tout lauréat soupçonné de fraude pour que nous puissions arriver au niveau de la commission, discuter de façon contradictoire donc les choses pour essayer de clarifier. Alors je peux vous dire quelque chose, je n'ai pas été appelé, mais mes gens n'ont pas été écoutés au niveau donc de la commission. Est-ce que votre rôle c'était là devant la commission? Mais une commission dont le rapport aujourd'hui aurait servi en réalité à prononcer l'annulation de ces concours, normalement la commission devrait travailler dans une situation qui permettrait d'assurer le contradictoire et à tout le monde. Mais malheureusement, c'est pas ça. Et ce qui est encore plus grave, et je me le permets tout de suite donc de vous le dire, regardez un peu une commission administrative où juste après donc les travaux, et un président serait nommé, d'autres membres de la commission seraient nommés à la tête des structures donc de l'État, etc. Vous pensez que moi je peux croire donc en cette commission? Je ne peux pas. Bâtonnier Jacques Migan. Mais écoutez, je vous remercie, je salue les auditeurs et je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Non, je crois que nous sommes dans un cas. Quand je parle du cas, je vais parler de la démarche empruntée aujourd'hui par le chef de l'État, son gouvernement. Une démarche d'homme qui écoute, qui concerte, qui analyse et qui agit. Dans le cas d'espèce, en ce qui concerne les concours annulés, aujourd'hui, puisqu'on peut parler de ce terme, lorsque la démarche, il faut la saluer. Quand le gouvernement du président Talon a décidé de suspendre, je crois que tout le monde a applaudi. On aurait parlé d'annulation, qu'on se serait posé de questions. Mais qu'un gouvernement qui arrive avait 2 possibilités. Saisir la justice, puisque nous sommes dans un état de droit lorsque de telles choses se produisent. Lorsqu'on est devant un cas de concours qui pose problème et qui crée une fracture dans la société, le gouvernement n'a pas pris position. Le gouvernement a voulu en connaître, a voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que c'est une démarche de bon père de famille. Et avant d'agir, à supposer même que le gouvernement veuille saisir la justice, mais sur quel fondement, sur quelle base, à partir de quel fait? D'où la création de cette commission, pour que la commission décortique, investigue, cherche à comprendre. Et je crois que les résultats qui ont été annoncés par
le Conseil des ministres de cette semaine, je dirais, ces résultats ont édifié plus d'un. Et c'est après ces résultats que le gouvernement a dit, cette fois-ci, je saisis la justice. Et nous sommes dans un état de droit et saisir la justice, nous savons au moment opportun, les uns et les autres s'expliqueront devant la justice. Mais avant de la saisir, il faut partir des faits. Et ces faits, c'est quoi? Les documents qui doivent en principe clarifier ont disparu. On nous dit les SAGIF ont disparu. On nous dit les documents d'enregistrement ont disparu. Beaucoup de documents ont disparu. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens ont à se reprocher pour faire disparaître de tels documents? Donc, je crois que cette méthode de fonctionnement du chef de l'État et de son gouvernement, il faut la saluer. Nous n'avions pas dit, c'est les mesures conservatoires lorsqu'on parle de suspension. Donc, il faudrait que cette clarification se fasse et que nos auditeurs, nos compatriotes comprennent que jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement n'a pas agi sur un coup de tête, de manière impulsive. Non, de manière méthodique, de manière responsable. Et c'est là où je crois que je ne serai pas d'accord avec mon confrère Metchapel lorsqu'il dit que ce n'est pas responsable. Non, c'est au contraire faire montre de responsabilité. Parce que la justice, au finish, est l'institution qui prendra le relais pour clarifier, pour dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et je me réjouis. Lorsque vous présentiez tout à l'heure mon confrère comme l'avocat des lauréats, ça veut dire qu'il sait, et il a évoqué. Il y a la juridiction administrative en ce qui concerne les actes. Et ensuite, maintenant, le volet pénal pour ceux qui ont, à un moment donné, fait disparaître, qui ont détruit, ou qui ne permettent pas d'aller à la vérité. Je dis bien la vérité. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, et je le dis avec force, il faut saluer la démarche du gouvernement, il faut apprécier la démarche du gouvernement, et il faut maintenant permettre aux juges de dire le droit. Qu'il soit juge administratif, c'est-à-dire le tribunal administratif de la Cour suprême, le juge pénal, il faut les laisser maintenant agir. Donc nous allons spéculer, nous allons dire, nous pouvons clarifier les auditeurs sur ce qu'il en est. Mais nous avons un élément fondamental que nous devons comprendre. Et je le dis, il y a ce que nous appelons le droit acquis. Si c'est de ça il s'agit, lorsqu'on nous dit, il y a un délai, il y a ceci... Je dis, mais le droit acquis, il est acquis. Et lorsque vous avez ce droit, il ne peut pas être remis en cause. À une seule condition. À condition que ce droit acquis ne soit pas... que vous ne l'ayez pas obtenu par la fraude, par la tricherie. Or, tout le monde sait, je n'apprends rien à qui que ce soit. La fraude corrompt tout. La fraude détruit tout. La fraude annule tout. Lorsqu'il y a fraude, vous pouvez avoir un diplôme aujourd'hui. Si dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on constate que le diplôme que vous avez est un diplôme obtenu dans des conditions illégales, par la fraude, par la tricherie, mais vous ne l'avez plus, on vous l'enlève. Et tout récemment, et mon confrère me le confirmera, m'appuiera sur ce point, le greffier qui vient d'être radié, sur présentation, après avoir été recruté sur un diplôme que nous connaissons. Et quand on a décelé, quand on a connu que le diplôme était faux, mais où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Radié. Et une commission disciplinaire a été mise, le gouvernement a demandé des poursuites disciplinaires. Il va de soi. Pourquoi? Parce que vous êtes responsable d'une institution, vous êtes responsable pour assurer le bon fonctionnement, la sécurité des documents. Ces documents ont disparu. Ces documents, on les retrouve pour la lumière de la vérité. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans ce cas? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais discipline, démarche disciplinaire, ensuite concerne la procédure disciplinaire, et de l'autre côté, les poursuites judiciaires. Et c'est là où je dis, il n'y a pas plus responsable que ce qui a été fait. Moi, je le dis, j'aurais fait ce que le gouvernement a fait. Et j'apprécie cette méthode. Maître Diakwe, je parlais tantôt de tout mettre en œuvre pour que, on mette tout le monde devant le fait accompli, ce que j'appelais la précipitation notable qui était donc observée. Il faut rappeler que pour ce qui concerne les données, par exemple, tout le monde a pris service comme par hasard le 5 avril à la veille donc du départ du régime, de Boni Yayi du pouvoir. Vous savez, j'ai suivi un peu mon confrère bâtonnier Migan et je crois que
nous disons les mêmes choses, mais avec un peu plus donc de différence. Et il a dit que le meilleur aurait été donc de prendre cette décision et d'avoir une commission. Je n'étais pas contre la mise en place donc de la commission. Lorsque vous êtes un père donc de famille, et je vais essayer donc de le répéter, qu'il y a donc des problèmes, c'est que vous essayez d'écouter tous les enfants donc de la maison. Vous n'écoutez pas une partie des enfants donc de la maison pour prendre votre décision. Et c'est en cela que moi je trouve en fait la décision est pas responsable. Parce que vous deviez écouter tout le monde et essayer donc de prendre donc du temps avant donc de prendre la décision que vous voulez. Mais mon confrère a dit également quelque chose et je suis entièrement d'accord avec lui puisque il dit maintenant on ira donc devant les juridictions, on ira débattre donc de tout aussi bien dans des procédures disciplinaires que dans la voie judiciaire, administrative et pénale. Mais dites-moi, aujourd'hui le gouvernement dit qu'il annule ces concours-là. Nous allons devant le juge pour aller discuter alors que c'est le juge en fait qui est la dernière autorité qui doit pouvoir donc nous départager. On va donc devant le juge et que en finissant avec le juge dit il n'y a pas donc de fraude. On va devant le juge dit peut-être il n'y a pas donc de fraude. Ou bien qualifie autrement des faits prétendument considérés comme donc de la fraude, des faits qui ne sont pas donc des fraudes. Finalement, on fait donc quoi? Ça veut dire que le gouvernement aurait pris une décision d'annulation alors que la justice également aurait pris une autre décision. Moi, oui, mais les voies de recours sont toujours là. Non, c'est pas, non, mais déjà, on va se retrouver face à des décisions qui sont contradictoires et par rapport à la même affaire. C'est-à-dire que le mieux pour le gouvernement à l'époque en mettant en place la commission, et c'est là où ils ont péché, ces gens-là. Là où ils ont péché, en mettant en place la commission fut-elle même administrative, les travaux de la commission, même s'ils ne nous appelaient pas, devaient être versés en réalité à l'autorité judiciaire pour que nous allions devant les juges pour aller débattre de façon contradictoire en réalité ce que la commission aurait retenu. Mais quand on dit ça, c'est parce qu'ils avaient eu donc des pressions. Sinon, l'annulation, la tendance qui consistait à annuler en réalité ces concours-là avait commencé. Parce qu'au départ, ils ont voulu donc annuler. C'est parce qu'ils ont reçu également donc des pressions qu'ils n'ont pas voulu donc annuler à un moment donné. Qu'est-ce que vous faites dire qu'au départ, on voulait annuler? Mais puisque on savait très bien que le comportement ou l'attitude du gouvernement était d'aller dans le sens de l'annulation de ces concours. Et vous êtes donc de la presse, je crois que sur les réseaux sociaux, on avait dit qu'ils allaient donc annuler et ces concours-là. Et je crois que le fait de mettre en place la commission était une distraction pour moi. Parce que pour moi, c'était donc une distraction donc pour moi. Devant la commission, on devrait y aller tous, savoir de quoi on devrait donc aller et débattre dans cette commission et essayer donc de clarifier donc la situation avant que le gouvernement ne prenne sa position, ne serait-ce que le transfert donc des éléments et à disposition donc des juges. Mais maintenant par rapport aux cantines, quand on parle donc de ces irrégularités, vous savez, jusqu'à l'heure où je vous parle, j'ai pas connaissance de ces irrégularités. Le rapport n'est même pas communiqué. Ils en font une histoire donc de secret. Et puis mieux, quand on parle donc des cantines, excusez-moi, vous allez me le confirmer. On avait dit que les cantines avaient été scellées. On avait dit que ces cantines étaient à disposition du même gouvernement qui est là actuellement et qui sont allés donc chercher en présence même d'un huissier donc de justice. Mais posez donc moi la question de savoir, est-ce que nous on a été donc présents? Oui, mais on ne sait le contenu, non? Le contenu d'une cantine. Ben, à partir donc du moment où c'est l'État qui est en face aujourd'hui donc de ces lauréats, c'est que la démarche qu'on aurait préconisée serait donc d'aller chercher les cantines ensemble, que nous puissions également nous donner la possibilité d'avoir donc nos huissiers qui puissent donc également donc constater voilà ce qu'on a trouvé dans ces cantines donc scellées. Voilà, on n'a pas. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que c'est pas le gouvernement lui-même qui a organisé la disparition de ces documents? Oui, mais les grands éléments qui ont fondé donc ces décisions, apparemment vous ne vous accentuez pas là-dessus. Non, mais disparition des copies, disparition des listes de candidats, disparition des feuilles d'émargement. C'est pas assez grave ça? Mais dites-moi, on dit la même chose. Dites-moi, ce sont les lauréats qui étaient habilités donc à garder donc les feuilles d'émargement, les copies, ce sont eux.
Mais pourquoi aujourd'hui l'État doit opposer en réalité aux lauréats qui de bonne foi en réalité sont reçus donc à ces concours la disparition donc de copies ou la disparition donc des feuilles d'émargement, alors que c'est le même gouvernement qui a ouvert en réalité ces cantines en notre absence. Oui, mais est-ce que vous n'admettez pas que les lauréats ne sont qu'un maillon de la chaîne de fraude? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas là pour défendre donc les autres. L'État lui-même doit pouvoir... Dites-moi aujourd'hui, s'il y a des gens de l'administration qui se sont à un moment donné mêlés à cette histoire-là, au niveau donc de l'administration ou bien agissant pour le compte donc de l'administration, comment voulez-vous que j'aille donc défendre ces gens qui aujourd'hui remettent également en cause en fait ces concours? Donc moi je suis donc pour les lauréats et moi je dis tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui en parlant à travers donc la presse, disparition de feuilles d'émargement et disparition donc des cantines ou bien tout ce que vous des listes, etc. Moi je peux vous dire aujourd'hui que ça là on peut pas donc les imputer moi à mes clients qui n'étaient donc pas dans l'organisation donc de ces concours, qui n'étaient donc pas tenus donc de la conservation donc de ces éléments. Donc vous imaginez que c'est le gouvernement qui a orchestré tout ça afin d'aboutir à la décision d'annulation du concours? Moi, je confirme, parce que quand vous voyez, qu'on vous écrit, on dit on veut être présent donc à tout, et que vous ne prenez pas la peine donc de convoquer donc les personnes pour opérer donc de façon contradictoire la chose, je crois que vous endossez donc la responsabilité. Moi je trouve aujourd'hui que c'est le gouvernement qui a orchestré donc tout ça, ne serait-ce que pour aller vers la fin de ces objectifs qui consistaient à organiser donc de nouveaux concours, et pour essayer en réalité donc de prendre également donc leur genre. Ah bon. Non, je crois... merci encore. Je crois qu'il faudrait que nous exprimions pour éclairer aujourd'hui les auditeurs. Lorsque mon confrère Metiakwe parle de cantine, qu'on n'aurait pas retrouvé le rapport qui serait secret, nous sommes avocats et nous savons comment procéder dans le cas du genre. Vous êtes conseil des lauréats, de certains lauréats. Le gouvernement, comme vous pouvez agir. Vous pouvez commettre tel huissier de justice pour qu'il constate et pour qu'il somme. C'est votre droit et vous êtes dans votre droit. Vous ne pouvez pas ignorer ces procédures que la loi vaut. Je n'ai pas ignoré. Non, dans ces conditions, vous ne pouvez pas. Est-ce que vous les aviez? Vous ne l'avez pas fait. Mais est-ce qu'ils m'ont dit le juge, ils allaient donc... Mais non, ils n'ont pas... Le gouvernement est resté... Confrère, s'il vous plaît. Oui. On n'a pas besoin de vous le dire. Oui. Vous êtes dans votre rôle, c'est votre activité, c'est notre activité. Oui. Le gouvernement n'a rien à voir avec cette démarche que vous aurez dû faire. Et venir exhiber aujourd'hui ces documents que vous avez obtenus, ces constats du siècle que vous avez eus, ces réponses d'interpellation qui ont été faites. J'ai écrit. Mais je parle de... Vous avez écrit. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est? Le gouvernement devrait s'il vous plaît. Non. Ça dit, avant d'aller chercher. Non, ce que je suis en train de vous dire. Oui. Vous devez je vous comprends. Vous devez commettre un huissier. Donc, si vous n'avez pas fait faut aller dans le vide, constater. S'il vous plaît, confrère, vous ne pouvez pas accuser le gouvernement en l'état. Non, vous ne pouvez pas accuser le gouvernement en l'état. Il vous revient d'emprunter votre démarche pour défendre les intérêts de vos clients. Mais je vais le faire. Mais si vous devez le faire, donc faites-le. Et restez dans votre rôle d'avocat. Mais n'allez pas en l'état accuser l'autre que vous considérez comme responsable. Si vous considérez que les actes posés par le gouvernement sont des actes illégaux, sont des actes qui ne doivent pas tenir comme nous le disons, il vous revient de saisir qui de droit. Mais et devant... Qui conservait les éléments? Mais vous aviez également, et c'est là où je vais en venir. Qui était en possession? Vous aviez parlé du gouvernement qui aurait orchestré. Est-ce que vous avez la preuve de vos dires? Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites? Mais c'est grave dans la mesure où... Non, c'est pas grave. Attendez, je vais vous expliquer. Non, c'est pas grave. Le gouvernement lui-même le dit. Il dit ceci. Nous, pour savoir, nous avions investigué. Pour comprendre, nous nous sommes rapprochés. Nous avions cherché. Et M. Awansef vient de vous le dire. Ignorez-vous les 23 irrégularités? Ignorez-vous la disparition des listes? Je n'en ai pas connaissance. Ignorez-vous. Je n'ai pas été membre de la commission. Mais c'est pas c'est à travers la presse. Vous n'avez pas besoin de faire partie de la commission. Je viens de vous dire qu'en commettant bâtonnier qui de droit,
vous pouvez en savoir. Non, mais je ne peux pas me transporter dans les locaux d'une commission si je ne suis pas invité. Oublions la commission. Oublions la commission. Oui, mais c'est la commission. Restons dans notre rôle d'avocat. Oui, mais c'est la commission qui aurait parlé des 23 ou 24 irrégularités que la presse a relayées. Vous n'êtes pas, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec cette monsieur le bâtonnier. Oui. Je suppose que vous êtes bâtonnier de l'ordre donc des avocats. Oui. Je suis avocat. D'accord? Par rapport aux décisions ordinales. Par rapport aux décisions, qui est conservateur de ces décisions? Non. Qui est conservateur Ne déplaçons pas les sujets. Non, en réalité, confrère, ce que nous sommes en train de dire. C'était le gouvernement, c'est le gouvernement qui conservait les listes, qui conservait donc les cantines, ce ne sont pas donc les lauréats, qui conservait également, d'accord, et qui a mis en place donc la commission. Nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de dire. Si je fais une sommation interpellative comme vous le dites. Non, un constat d'abord. Un constat. Mais le constat. Vous allez à l'endroit où sont déposés, c'est vous qui. Vous avez parlé de cantine scellée. Mais je peux. Nous sommes d'accord. Est-ce que je peux venir au conseil donc de l'ordre, d'accord, faire un constat sans que j'ai pas l'autorisation ou j'ai pas accès donc à vos bureaux, au conseil donc de l'ordre des avocats, ou bien tant que l'huissier qui doit venir ne prend pas des discussions que vous autorisez. Non, je ne peux pas aller à la fonction publique pour aller constater. Pourquoi c'est là où je ne peux pas le faire. Mais comment je vais me transporter dans un ministère? Vous pouvez commettre un huissier pour qu'il constate, pour qu'il interpelle. Attendez, c'est en cela, vous savez que pour le faire dans la pratique, c'est très difficile. L'État qui conserve donc les jeux. Est-ce que je peux m'introduire à la présidence donc de la République aller faire donc des constats? Je ne parle pas de... Oublions la procédure. C'était à l'État, au lieu d'aller, au moment d'aller chercher donc les cantines, d'assurer. Moi, je peux vous dire, j'ai reçu donc des informations. Mais l'État ici, vous savez, ils sont allés chercher. L'État ici, le gouvernement, c'est qui, en fait? Ce sont les fonctionnaires donc du ministère. Ce sont les organisateurs du concours qui étaient... C'est vers eux que vous devez aller. S'il vous plaît. Oublions le gouvernement. Ce sont la présidente de la République. Les organisateurs du concours qui sont en place jusqu'à la dernière décision donc du gouvernement qui les relève également de... Mais ils ont scellé. Ils ont scellé. Oui, ils ont scellé donc la chose. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. S'il vous plaît. Est-ce que je parlais tantôt de ce qu'on ne scelle que le contenu d'une cantine, n'est-ce pas, en l'état où on aurait retrouvé ces cantines, n'est-ce pas en cet état qu'on l'aurait scellé, tu veux dire, avec la manipulation possible qu'il y a eu auparavant? Vous savez, je viens dans vos locaux ici. Peut-être qu'en rentrant, avant même donc de rentrer dans le studio, j'image. Il y a une liste. Je ne suis pas responsable de ça. C'est à vous donc de produire donc la liste. Mais si vous voulez donc la faire valoir à tout moment contre moi, vous deviez pouvoir donc m'inviter en disant voilà, c'est la liste commune que nous avions. Donc c'est l'avocat des lauriers qui parle. Oui. Des lauréats qui parlent. Mais je parle plutôt de l'autre maillon. C'est l'État, c'est l'administration. Non, attendez s'il vous plaît, M. Tiakwe. Oui. L'autre maillon supposé de la fraude, à savoir les fonctionnaires. Les fonctionnaires impliqués dans l'organisation du concours et donc supposés impliqués dans cette fraude. Mais dites-moi, qui a la charge donc de l'organisation des concours dans un État? C'est pas les lauréats. Non, confrère. Ce ne sont pas donc les lauréats qui organisent donc le concours. Vous voulez que les lauréats aillent organiser un concours auquel ils vont participer eux-mêmes? C'est l'État. C'est pour ça que je parle donc de la responsabilité aujourd'hui donc de l'État. Et l'État est une continuité. Oui, mais écoutez, la preuve, les dirigeants qui sont restés et qui ont organisé les concours ont dit, nous avions mis les cantines, nous avions laissé donc les cantines. Si de par leur fait, les cantines ont été vraiment laissées, on devrait pouvoir donc aller constater de façon contraire. Mais ce que moi je dis, je ne peux pas dirigeanter un huissier. Pourquoi donc? Pardon. Vous le pouvez? C'est vous votre méthode ça. Non, vous le pouvez, non, vous savez que les résultats donc de la commission ne me lient pas. Mais non, je parle justement. C'est là où je veux venir. Non, pas du tout. Je vous dis. Non, si vous constatez, c'est moi qui avais la parole. Si vous dites, je vous laisse la parole. Que vous dites que les résultats ne vous lient pas. Les résultats ne me lient pas. C'est une commission administrative. C'est fort de ça que je vous dis. Oui. Puisque vous êtes conseil des lauréats, agissez. Je vais agir. Empruntez votre voie qui devrait vous conduire devant la justice. Mais vous savez, j'irai devant la justice. Alors, si vous devez aller devant la justice, oui,
au moment opportun, qui de droit viendrait aussi défendre les intérêts de... Et mais avant... Et ce que vous le savez mieux que moi, c'est même déjà, il a été dit par le gouvernement, la procédure de saisine des juridictions judiciaires. Mais je dis, si on se retrouve devant la justice, et que la justice qui devrait me départager, moi les lauréats, avec l'État, dit, État, vous n'aviez donc pas raison. D'accord. Partant donc de là, quelle serait donc la décision? Nous n'allons pas faire un procès. En réalité, c'est ce que nous avons aujourd'hui à dire. C'est éclairer les auditeurs. Le gouvernement a mis les charrues après les bœufs. Parce que, normalement, là où le gouvernement a mis les charrues après les bœufs, c'est que le gouvernement avait commencé par adopter une bonne démarche qui consistait à mettre en place, en réalité, une commission pour essayer donc de fouiller un peu. Parce que je le dis... À quel niveau l'adhésion a commencé par être bancale? À partir donc du moment où on s'est annoncé comme lauréat, on a écrit pour dire, je suis l'avocat, commission comme gouvernement. Si quelqu'un impliqué dans les fraudes, afin donc de crédibiliser un peu votre rapport, appelez-nous, j'amène donc la personne, je ne suis pas avocat donc des fraudeurs, puisque vous savez très bien que moi, le rôle même donc de l'avocat, c'est pas donc de protéger donc des fraudeurs. Je dois pouvoir donc expliquer, s'il y a donc des éléments accablants, je dois pouvoir donc expliquer à ces lauréats ou les personnes impliquées en disant, mais écoutez, ici ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. Donc partant donc de là, je vais faire les procédures. Est-ce que vous savez que j'ai fait un recours gracieux? Je vais vous dire. Est-ce que le gouvernement m'a répondu par rapport? Laissons le bâtonnet, Jacques. Donc c'est ça. Je crois que la démarche du gouvernement, à travers la mise sur pied de cette commission qui a donné les résultats. Une démarche politique. Peu importe le nom qu'on peut donner. Mais ce que je voudrais vous dire, vous avez, vous aussi, votre démarche à vous. J'irai jusqu'au bout avec eux. Et c'est là où je vous dis, du moins vous n'êtes pas liés. Et je ne voudrais même pas que vous soyez liés. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles... Et moi je fais confiance aux juridictions. Permettez-moi de m'exprimer. Oui. Permettez-moi. Allez-y. Lorsque je vous dis, et pour comprendre, le gouvernement a un comportement de sagesse. Ils ont fait monde de responsable. Non. Ils auraient pu dire d'entrée de jeu, nous annulons. Et ils ont voulu comprendre. Ils ont voulu savoir. C'est vrai que le gouvernement... Ils ont fait quoi à la fin? Permettez-moi, soyez, tout à l'heure lorsque vous exprimez, je n'ai rien dit. Oui. Souffrez quand même que je m'exprime. Je comprends votre position. Quelle position? Quelle position? Dites-le-moi, quelle position? Annoncez la position. Je vous dis, nous avons en face de nous des gens qui nous écoutent. Des auditeurs, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est votre droit le plus absolu de ne pas être lié par les résultats d'une commission mise sur pied par le gouvernement. Je ne suis pas lié. Vous venez de le dire. Oui. Et je vous dis, empruntez votre voix à vous. J'ai commencé. Seigneur. Donc vous êtes... Je ne veux pas que vous m'enseigniez je ne veux pas que vous m'enseigniez ce que je dois faire en tant qu'avocat, parce que vous n'aviez pas les mêmes positions. D'accord. Vous défendez le gouvernement. Je défends le gouvernement. Bien sûr. Je défends. Bien sûr. Je suis vous défendez le gouvernement. Je suis en train d'éclairer. Oui. Et comme vous, nous sommes en train de clairer. Moi, je défends les lauréats. Il faut comprendre donc ça. Vous défendez. Ah, bien sûr. Je n'éclaire pas. Bon, d'accord. Et deuxième chose que vous oubliez, est-ce que le gouvernement, en l'état où nous sommes, est-ce que vous savez qu'il a aussi un autre droit, un autre pouvoir? S'il ne veut pas de ceux-là, parce qu'ils ne sont pas encore titularisés, il est encore de son rôle. Il est dans son rôle, il n'est même pas encore à ce niveau. Est-ce qu'ils sont déjà titularisés pour qu'on puisse parler d'eux comme des agents permanents de l'État au point de bénéficier des avantages de droits? Merci, monsieur le bâtonnier. Je suis entièrement d'accord. Bâtonnier, je suis entièrement... Est-ce qu'ils le sont? Monsieur le bâtonnier, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec... Monsieur le bâtonnier, ce que vous venez donc de dire là, je suis entièrement d'accord avec vous, qu'ils ne sont pas encore donc titularisés. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez que dans le processus de recrutement des agents, c'est pour vous dire que si vous ne voulez pas donc les titulariser, et que vous procédez à la suspension de la procédure d'engagement dans la fonction publique donc des intéressés. Je suis entièrement d'accord avec le gouvernement. Parce que le gouvernement peut dire, je ne vais pas donc les titulariser. Mais s'agissant donc d'un concours, parce que dans le processus de recrutement des agents a mis à disposition pour une administration,
Vous aviez l'organisation du concours, vous l'avez dit, vous l'avez déjà dit, on le sait. Vous l'avez déjà dit. Là où nous sommes aujourd'hui. On devrait parler même en tant que juriste, vous et moi. D'accord? Quand vous prenez donc le concours finit avec la proclamation des résultats. Est-ce que le gouvernement avait donc le droit d'annuler un concours pratiquement qui n'existe plus? Mais je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de ce que ça peut être un diplôme. Lorsque vous l'avez. C'est pas la même chose. Ah bon, vous dites que ce n'est pas la même chose. Ici, c'est un concours. Mais les diplômes, vous allez à l'école, vous les passez. Et alors? Ici, c'est un concours. C'est un examen, c'est un concours? Oui, c'est un concours. Vous l'avez eu? Comment? Quand vous avez à l'école? Le diplôme, c'est autre chose. C'est quoi? Mais le diplôme, vous l'aviez donc à la fin donc, de vos formations. Le concours vous permet en réalité de rentrer dans une administration pour aller travailler. Vous passez, je vous le concède. Maintenant, vous le faites. Oui. Et on constate au finish que ce concours dont nous faisons état aujourd'hui est entaché d'irrégularité. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le bâtonnier, vous savez, vous aviez eu votre certificat d'aptitude à la profession d'avocat en France. Vous aviez exercé pendant des années. Je ne l'ai pas eu en France, mais continuez. Bon, ce qui est sûr, vous l'aviez eu. Vous imaginez que un jour, on revient pour dire que c'est un faux certificat et d'aptitude à la profession d'avocat. La loi a voulu donc encadrer toutes ces contestations dans un délai bien précis pour éviter qu'il n'y ait pas... Laissez-moi finir. Non, je ne vous laisse pas dire des choses qui ne sont pas exactes. Mais c'est vrai. Vous le savez. C'est que la loi a encadré donc tout ça dans un délai bien précis. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Vous imaginez que vous aviez fait votre concours pour aller à la BCAO et que vous finissez votre carrière, un jour je reviens pour dire que c'est faux et je vous assieds en restitution de tout ce que vous aurez perçu comme salaire. Je voudrais vous dire. La loi a encadré. Et un état de droit, c'est un état lui-même. Il y a les règles de droit, s'il vous plaît. Mais qu'on se soumet soi-même donc aux règles de droit. Vous auriez l'occasion de vous exprimer largement devant les juridictions. Ah bien sûr, moi je compte sur les juridictions. Et tout le monde compte, le gouvernement me compte. Donc on ira. Et c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement a demandé la saisine des juridictions judiciaires. Donc, mais je crois même que... Il aurait même dû laisser la saisie, il aurait dû même opérer donc la saisine et laisser les juridictions prononcer l'annulation. Avant de le faire, il faut... Non, parce qu'ils sont pressés d'organiser d'autres concours. Non, pas d'organiser. Non, c'est bien sûr, mais vous verrez dans les jours donc à venir. Mais aidons les auditeurs, s'il vous plaît. Aidons les auditeurs, progressons méthodiquement dans le débat. On parle justement de saisir les juridictions. En l'état, n'est-ce pas, la Cour suprême, puis pour le volet pénal, les tribunaux ordinaires qui vont être saisis. Éclairer les auditeurs. Non, c'est-à-dire que lorsque vous constatez que l'acte dont on parle est illégal, est mal pris, qui peut être compétent pour en connaître? C'est le tribunal, la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, la décision d'annulation du concours. Absolument, par exemple. Par contre, en ce qui concerne les documents, la liste, les archives, les copies qui ont disparu, les manipulations, ça c'est le juge pénal qui est compétent pour en connaître. Nous sommes dans le cadre d'une infraction pénale si cela se confirme. S'il se confirme que l'infraction est consommée, on avisera. Et vous constaterez que on a déchargé ceux qui sont responsables de suivre ou du moins de suivre cette organisation, qui ont suivi cette organisation. On les a déchargés de leurs responsabilités, tout simplement pour des raisons conservatoires, pour permettre à la justice au moment opportun de faire son travail. Et comme je suis en train de l'expliquer tout à l'heure, le gouvernement avait l'opportunité de saisir tout de suite, puisque étant dans un état de droit, dire « Ah, il y a un problème qui se pose, il faudrait que vous soyez saisis. » Mais pour pouvoir saisir, sur quel fondement, sur quelle base, sur quel fait? Et d'où la création de cette commission qui a permis d'investiguer, de chercher, de comprendre. Et au finish, comme je l'ai dit tout à l'heure, les résultats de la commission qui ont révélé les irrégularités. Si la commission avait conclu à la conformité des normes, avait conclu qu'il n'y avait pas fraude, avait conclu que les choses sont passées normalement, croyez-moi, connaissant le gouvernement actuel, aurait abondé dans ce sens. Et c'est fort de ça que je dis, la suspension n'était que des mesures provisoires. C'était que des mesures, comme nous le savons, conservatoires. C'est juste pour comprendre. Et comprendre pour aller à justice, pour aller devant une procédure administrative. Donc, je ne crois pas. S'il se confirme que mon confrère estime qu'il est dans son rôle, qu'il exerce ce rôle, je lui ai dit tout à l'heure qu'il avait l'opportunité, comme la commission, puisque le gouvernement, avant d'agir, a emprunté une voie. Il revient à l'avocat. Moi, je l'aurais fait. Dans ce cas, comme maître tel huissier, aller dans la fonction publique, les services qui ont organisé, pour en savoir, pour connaître. C'est ce que j'aurais fait. Maître Tchapoué, pour finir avec ce sujet de concours annulé.
Oh, c'est pour dire tout simplement, et d'abord à mon confrère, qu'on fera donc les procédures adéquates. Et je crois que la semaine prochaine, vous savez que la procédure administrative, elle a donc ses règles. Donc, je vais saisir le chef de l'État de ce recours gracieux et attendre donc les 2 mois prévus par la loi et une réponse de ce gouvernement avant donc d'actionner devant la chambre administrative donc de la Cour suprême. Donc, vous pouvez donc compter donc sur moi par rapport... C'est ce qu'on vous demande de faire. Non, c'est-à-dire qu'on peut... Le dégât que ça crée avant. Parce que c'est là le danger. Le gouvernement aurait dû envoyer déjà les choses devant la justice pour que la justice elle-même prononce donc cette annulation. Parce que vous imaginez, vous avez donc des pères donc de famille. Ils sont pour la plupart des jeunes qui ont donc des femmes, qui ont donc des enfants. Vous aviez mis au camp des gens à qui vous aviez appris comment manier donc les armes. Vous les mettez donc dans la rue. Vous ne leur donnez même pas l'espoir de voir une autorité. Parce que ce qui nous oppose aujourd'hui, c'est à l'État. C'est face à l'État. Vous aurez le temps d'engager votre action. Ce qui est sûr, je vais engager et la justice va annuler donc cette décision. Parce que vous conviendrez avec moi que... La justice va annuler. Mais il va annuler. Mais bien sûr. Vous le savez. Bâtonnier, quand vous prenez un dossier, je ne vais pas donc vous lancer, je ne vais pas oser donc ça. Vous savez ce qui est vrai dedans, ce qui est faux donc dedans. Vous ne pouvez pas violer des règles. Vous savez qu'en matière de prescription, c'est des questions d'ordre public. Vous ne pouvez donc pas violer donc ça. Vous-même, vous ne pouvez donc pas. Confrère. Aujourd'hui, ils auraient pu aller au pénal, condamner donc les gens et ordonner la radiation des fraudeurs identifiés en réalité donc de la liste donc des lauréats ou bien de la fonction publique si un temps les gens avaient été donc déjà, mais ce qui consiste à annuler donc des concours qui n'existent pas, c'est de la distraction. Moi je crois que le gouvernement doit s'occuper d'autre chose et laisser donc la politique. Si vous permettez, bâtonnier Jacques Minga, il y a un aspect de la décision du gouvernement, cet aspect qui dit que les candidats, les lauréats impliqués donc dans ces fraudes-là ne vont pas participer aux concours à venir, les concours qui sont réalisés. Est-ce que cela n'est pas on n'est pas porteur de gemmes de contestation et peut-être de victoire de ces lauréats. Non, si leurs droits ne sont pas violés ainsi. Non, je crois que... Alors qu'on doit aller devant la justice. Lorsque on le dit, ça veut dire que c'est fondé sur des bases bien... Des éléments bien... Est-ce que ces bases que vous avez, les éléments que vous avez, c'est suffisant pour que la décision, cette décision soit... S'il est constaté que vous aviez triché, s'il est reconnu que vous n'avez pas participé au bon déroulement du concours, s'il est révélé que vous n'avez même pas été là, s'il est révélé, comme on l'a dit, vous aviez compétit alors que vous n'étiez pas, c'est-à-dire pour être contrôleur, et on vous retrouve sur une autre liste, puisque toutes les listes n'ont pas disponibles. Proposé par exemple, absolument. Donc dans ces conditions, c'est ce qu'on appelle, c'est flagrant, c'est la preuve même. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas dans ces conditions, alors qu'il y a le faux, demander qu'on continue avec ce faux. Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller aussi au cas par cas? Par exemple, je prends cet exemple, un enfant qui est bénéficiaire de la démarche d'un oncle, par exemple, il n'en avait pas du tout connaissance. Il n'avait pas connaissance, la justice le dira, puisque, comme le dit M. Tchapé, mais en temps, on l'aurait empêché d'aller au concours. On l'aurait empêché de concourir. Et s'il n'est pas d'accord, il a la possibilité de saisir la justice. Pendant combien de temps? Mais pendant le temps qu'il faut. Le concours serait déjà passé. Le concours serait déjà passé. Il lui revient de prendre les mesures conservatoires, puisque le juge administratif aussi peut, pour des raisons précises, nous l'avions connu, nous sommes dans le cas du genre, il y a les mesures conservatoires, lorsqu'il y a l'urgence. Mais il engage une action en demandant non, arrêtez, attendez d'abord. Encore, je vais même plus loin. Donc, si vous allez le faire, on a tous les moyens pour le faire. Je vais même plus loin. Ouais. Nous oublions une chose. Lorsque, dans le cas d'espèce, le juge pénal est saisi, mais on est tenu aussi d'attendre qu'il ait fini de rendre sa décision avant de statuer sur les autres points. Donc, c'est là où je ne comprends même pas le problème qui se pose dans l'État. Nous sommes dans un État de droit. Ils sont à la maison. Nous sommes dans un État de droit. Ils ont des familles. Et lorsqu'on sait que vous aviez volé, c'est comme on le dit en matière sociale, vous licenciez quelqu'un en disant qu'il a volé. Ouais. Et vous faites justice vous-même. C'est pas normal. Alors que vous aurez dû aller devant le juge pénal pour qu'on dise oui, il a volé, non, il n'a pas volé. On est d'accord. On ne sommes pas d'accord. Parce que l'État ne peut pas se faire justice lui-même. Vous avez votre tour de parole. Or, dans ce cas de figure, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Déterminer, obtenir du juge pénal
la condamnation pour dire oui, c'est un voleur et aller devant le juge social. Mais vous ne pouvez pas vous faire justice. Dans ces cas de figure, c'est là où je dis, si vous avez les éléments probants qui autorisent de dire que tel a fait ceci, tel a posé tel acte, la justice le dira. Si l'individu n'est pas d'accord, alors qu'il n'a pas compétit, alors qu'il n'a même pas été à l'examen, alors qu'il était préposé, et puis on le balance dans le corps des inspecteurs. Si on a les éléments, si lui-même a la dignité, je ne lui conseille pas d'aller en justice. S'il est digne, vous n'avez pas compétit, on observe, on constate que de toutes les façons, les cas sont multiples. Les cas sont multiples, c'est là où je vais en venir. Et quand j'entends dire également qu'il y a une jurisprudence qui a dit ceci, nous oublions souvent que les faits ne sont pas les mêmes. Nous oublions souvent que les cas ne sont pas les mêmes. Et nous sommes dans un cas, et je persiste et je continue à dire, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. La décision prise par le gouvernement, en ce qui me concerne, est une décision responsable. Responsable. Oui, en fait, je voulais juste dire quelque chose parce que, vous savez, au Bénin, on parle beaucoup et finalement, on ne dit rien. Et vous savez, tout ce que le bâtonnier est en train de dire, je le comprends. Vous le comprenez pourquoi? Je le comprends parce que c'est sa position, c'est son opinion. Il défend donc le gouvernement. Il est avocat du gouvernement. Vous savez, on est au Bénin. On sait un peu comment ça fonctionne. Il connaît mes opinions. On se connaît bien. Lui et moi, on se connaît. On se connaît très bien. J'adore. Il y a quelques années, on avait échangé même devant Canal 3. Bâtonnier. Donc, on se connaît bien. Sur d'autres sujets. Sur d'autres sujets. Dans un autre contexte. Dans un autre contexte. Et il sait de quoi je parle. Aujourd'hui, là, est-ce que le bâtonnier peut me dire, parmi mes clients, là, qui sont donc les fraudeurs, il peut donc pas donc le dire. Il ne peut pas le dire. S'il le dit tout de suite, là, je dis aux auditeurs, ils sont tel est fraudeur, tel est fraudeur, je l'appelle, je dis, vous êtes donc des fraudeurs, je laisse. On fait une commission. Le gouvernement aurait dû même laisser la mise en place donc d'une commission et aller directement donc annuler et la bataille aurait commencé depuis. C'est pas de ça qu'on a peur, la bataille. Non, pour ces gens-là. Vous la ferez cette bataille. Oui, mais ils auraient pu aller. Mais à quoi a servi donc cette commission? Vous aurez dû encore donc des millions. Encore que ce que vous oubliez, vous aurez dû la faire lorsqu'il y a eu suspension. Le débat va continuer. Le débat sur ce sujet. Mais j'ai fait depuis le 13 juin. Devant les juridictions. Le débat sur ce sujet va continuer. Voilà. Ok. Le grand rendez-vous. Talon, c'est déjà 90 jours ou 3 mois au pouvoir. Nous allons vous laisser vous prononcer donc sur ces premiers mois de gestion du président ou du régime de Patrice Talon. Mais tiens, sans doute vos opinions ne vont pas diverger. Pourquoi vous voulez que mes opinions divergent? Prouvez le contraire. Vous connaissez aussi plus ou moins ma position par rapport à ce gouvernement qui est là. Le président Talon, et vous savez très bien, quand il était en campagne, et vous savez, le Bénin a innové. Parce que si vous avez fait attention aux dernières élections présidentielles, c'est que tous les candidats pratiquement ont présenté un projet, et contrairement à ce qu'on avait dans le passé. D'accord? Et le candidat Talon, si je n'avais pas voulu pendant cette période critiquer donc son programme, mais il avait axé son programme sur les réformes institutionnelles et politiques. Donc du coup, je trouvais donc déjà à l'époque que dans ce programme, il n'y avait pas d'économie, il n'y avait pas de grands projets, mais que ce qui l'intéressait, c'était donc les réformes institutionnelles et politiques au Bénin. Et c'est son choix. Et c'est son choix. Donc le peuple a fini donc par adhérer à ce programme, à ce choix. Et quand je vois quelqu'un comme Abdoulaye Biotchane, qui avait assez sur l'économie, des réformes économiques, le président, en fait pas le président, le ministre d'État Koupaki, qui a parlé de la conscience citoyenne en prônant donc l'éthique. La révolution des valeurs. Des valeurs. Et j'ai trouvé que ça pourrait donc constituer un bon ensemble. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de ces valeurs. On a également donc besoin des réformes institutionnelles et politiques. Moi, je trouve que
Dans un pays où tout est politisé, c'est plus difficile donc de faire les réformes institutionnelles et politiques. Et je crois que le chef donc, de l'État actuel s'est engagé donc dans ça et il est en train de courir donc pour ça. Moi, je crois que pour l'instant, je ne dois pas donc de critiquer ou de ne pas dire et qui n'a pas réalisé donc ces réformes. Je l'attends à la fin de son mandat, donc de 5 ans. Mais n'est-ce pas au nombre de ces actions d'assainissement que se trouve l'annulation du concours? On ne va pas y revenir. Je ne pense pas. Bâtonnier Jacques Mégam. Non, je crois que, et j'apprécie beaucoup ce que vient de dire M. Tchakpé, puisque nous l'avions voulu. On le disait lorsqu'ils étaient, avant même l'élection du chef de l'État, alors qu'il était au second tour, on souhaitait une plateforme commune, puisqu'ils se sont dit, il y a eu un protocole pour qu'ils gouvernent ensemble une fois le chef de l'État investi. Et à travers cette plateforme, comme il vient de le souligner, nous avions retrouvé un certain nombre de propositions des différents projets de société, qu'il soit le projet de société de M. Adjavon, de M. Abiotane, de M. Koupaki, et pourquoi pas des autres aussi, parce que c'était un bon groupe mis ensemble pour apporter à la magistrature suprême le chef de l'État, président Adjavon et Talon. Mais ce qu'il faudrait noter, puisque quand on voit, c'est au départ qu'on détermine ce que vous pouvez être demain. Je ne vais pas prononcer, on ne va pas s'éterniser sur ça. Le jour de l'investiture, le 6 avril 2006, on savait que le président Boni Yayi allait être un dictateur. Et le 6 avril 2016, on a su tout de suite ce que Talon allait faire. Et effectivement, il y a le fond et il y a la forme. Quand je parle de la forme, de la méthode, c'est-à-dire la méthode de fonctionnement de l'actuel gouvernement, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est-à-dire, vous avez l'écoute, vous avez la concertation, vous avez l'analyse et vous avez l'action. Donc, ça, c'est la méthode. Talon ne sera pas un dictateur. Écoutez, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la concertation. Même au niveau du gouvernement, les décisions ne sont plus prises où un ministre reste dans son secteur pour travailler et arrive en conseil des ministres. Le bâtonnier, c'est ce qui se passe là-bas. Donc, c'est une concertation. Et il se concerte, il y a un comité interministériel pour travailler. Mais ce qu'il faudrait que nous notions, et c'est important, c'est les avancées notables. En 3 mois, nous avons, dans un premier temps, nous en avions parlé en long et en large, c'est la suspension puis l'annulation des concours frauduleux. Là, je crois qu'il faut mettre ça à l'actif. Le deuxième élément, c'est sur le plan politique. C'est la commission technique en charge des réformes institutionnelles et politiques qui a déposé son rapport et qui ouvre, je dirais, la porte d'un projet constitutionnel historique. C'est du jamais vu. Alors que habituellement, quand nous voulons, les propositions ne sont pas applaudies non plus. Les propositions, justement, puisque il n'y a pas de. S'il avait demandé que ce soit applaudi de manière unanime, qu'est-ce qu'on aurait eu? Ce n'est pas sa vision, c'est pas sa préoccupation. Il a bien déterminé. Voilà les points sur lesquels je demande votre avis. Vos suggestions techniques. Justement, pour la commission, on dit qu'elle n'a pas fait véritablement de propositions, elle n'a pas, disons, arbitré. Elle est là pour répondre au chef de l'État, pour lui dire, ce point, voilà ce que nous pensons. Le chef de l'État a bien décidé, a bien précisé, je veux qu'on me dise ce qu'il en est sur tel point. N'allez pas sur les points intangibles, tels que la laïcité, tels que le régime présidentiel, tels que l'âge et consorts. Donc ces points, si on les met de côté, je crois que le chef de l'État, et encore que l'article 156 de notre Constitution, parle de 2 points intangibles, le régime présidentiel et la laïcité. Les autres points, c'est la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, comme vous le savez, une jurisprudence peut évoluer. Ce que nous appelons, absolument, ce que nous appelons des revirements. Et ça tient compte des éléments, des contextes dans lesquels nous sommes. Si à un moment donné, on disait, ne touchez pas à tel point, quand on parle du mandat, quand on parle de l'âge, c'est parce qu'il y avait en son temps l'envie d'aller à une révision opportuniste. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une révision opportuniste? C'est pour ça que je disais tout à l'heure un projet constitutionnel historique. Mais permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Au niveau de la gouvernance locale, nous avons le découpage aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui les chefs-lieux des départements, ce qu'on n'arrivait pas à faire depuis plus de 20 ans. Et non seulement ça a été fait, mais ça a suivi tout de suite de nomination des préfets. Et en 4e position, nous avons ce que beaucoup oublient. Et ça n'a pas été dit. Et je voudrais que les compatriotes le sachent. C'est important dans le cas de l'investissement.
Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller à la banque sans titre foncier. On vous demandera quelles sont vos garanties. Mais le titre foncier, on en a besoin. Et pour l'obtenir aujourd'hui, c'est gratuit. Et c'est important, il faut le dire. Nous avons... Est-ce que c'est à l'actif de ce régime? Absolument, c'est à l'actif de ce régime. Et je mets au défi celui qui dirait le contraire, surtout que celui qui est aux responsabilités, en décrétant la gratuité, c'est en toute connaissance de cause, c'est parce qu'il sait ce que vaut un titre foncier lorsque vous voulez enclencher. Est-ce lui ou la loi qu'il avait déjà déterminée ici? Mais il faut l'appliquer. Et nous avons vu un certain nombre de choses. Toujours est-il dit que, sous ce régime, il a été décrété la gratuité pour l'obtention, je dirais, du titre foncier. Nous avons la crise depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Dans l'église protestante. Je les ai rencontrés. Du moins, c'est la partie... et je leur ai dit, vous ne pouvez pas continuer ainsi. Si le chef de l'État a pu régler ce problème, je dirais religieux... C'est à son actif également. Bon, c'est à son actif. Nous avons le délestage. Assez longue. Hein? Oui, nous avons le délestage. Déjà une solution. Nous avons absolument... Je tiens à rappeler aux compatriotes. Nous traînions le délestage depuis longtemps. Depuis longtemps. Or, il a été dit, et cela va se faire. Il suffit tout simplement de louer des groupes électrogènes pour régler un temps soit peu. Je ne dis pas de manière durable. En tout cas, à partir du mois de septembre, pour les petites et moyennes entreprises, ils savent ce que c'est. Ils savent ce que ça représente, le délestage. Et les ménages également. Et je finirai par ceci. Oui. Je finirai par ceci. Lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont constaté dans les caisses? 60 milliards. Or, il faut tout de suite, pour faire démarrer, 147 milliards. Et les emprunts obligataires qui ont été faits, qui ont été lancés, les résultats sont là. Pour apurer non seulement les dettes intérieures, mais les dettes extérieures. Et qu'est-ce que ça a donné? Ce n'est pas 150 milliards qu'on a eu. C'est plus de 200 milliards, 202 milliards. Et je crois que ça permettra la création d'entreprises lorsque Restons on payera. Avec vous, bâtonnier Jacques Menga, mais relevez quelque chose de négatif, de mauvais. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a deux hic. Et j'y tiens beaucoup. Le premier hic, c'est par rapport aux femmes. Et je le dis avec force. Je n'ai pas vu cette parité, alors que nous savons ce que représentent les femmes dans notre société, dans notre pays. Le rôle important, prépondérant. La qualité, la compétence de ces femmes, l'intégrité de ces femmes. Il faut les associer. Oui, mais dès les premiers jours de son investiture, il a dit ça. Et pourtant, il a dit, et justement, c'est là où je dis, mais écoutez, elles montent au créneau, les femmes, pour le dire. Seulement moi, j'ai entendu. Non. Vous avec elles. Écoutez, d'autres cieux, c'est-à-dire médias. Vous avez ma consoeur, Maître Boukpé Nyakadia, qui n'arrête pas de le dire. Vous avez d'autres consoeurs. Mais il y a un autre hic. Et le hic dont je parle, mais c'est un petit hic. Et je pense qu'il sera réparé. C'est au niveau... Quand j'ai entendu qu'on va supprimer 9 ambassades, je me suis dit, mais est-ce que les gens savent ce que représente une ambassade dans un pays? À supposer même pour que l'on nous dise que c'est pour des raisons économiques. J'estime qu'on peut faire autrement. Parce que ouvrir une ambassade, ce n'est pas évident. Voyez ce que les États-Unis sont en train de faire à Cuba. Voyez ce que les États-Unis sont en train de faire aujourd'hui en Iran. Est-ce qu'il faut aller à suppression? On peut réduire, à mon avis, le nombre de personnel de ces ambassades, mais supprimer, nous ne sommes pas en période de guerre. Nous, au contraire, nous sommes aujourd'hui dans un monde où on en a besoin. Et si à supposer même qu'il y a des problèmes, on peut travailler avec notre pays, le voisin togolais, et se mettre ensemble dans un accord bilatéral pour gérer des ambassades. Mais j'aurais appris, je ne suis pas sûr, qu'on irait à la fermeture de 3 ambassades. Cuba, je prends 3 exemples. Cuba, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Est-ce que les gens savent ce que représente le Maroc aujourd'hui sur le plan du Maghreb? Est-ce que les gens savent ce que représente le Maroc pour les États-Unis, pour les pays européens, dans cette région? Et je crois qu'il serait intéressant, et c'est là où je dis, oui, il y a aussi des hic. Et ces hic doivent amener le gouvernement à faire attention pour ne pas aller, parce qu'on peut faire économie, mais en procédant autrement, à travers ce que moi j'appelle la réduction du personnel, ou encore travailler avec des pays pour avoir des ambassades communes. Moi, vous avez vu, je l'ai laissé complètement dérouler le programme du président Talon. Ah bon? Et quand vous écoutez le bâtonnier, c'est que... Quand vous écoutez donc le bâtonnier, c'est à croire que tout est beau donc dans le pays. Tout est beau, j'ai dit qu'il y a des hic. Non, c'est-à-dire que 2 seulement. Relevez-vous ce qui moi je crois que
Et le bâtonnier, c'est pour plaire au président Talon. Mettez au propre le programme de Dites ce que vous avez été capable de le dire. Non, je n'ai pas été capable. J'ai pas été capable parce que je n'étais pas venu ici pour faire le bilan donc d'un régime à mi-parcours. Parce que à l'entendre parler, à l'entendre parler, moi je vais pas fatiguer les auditeurs donc pour ça. Le président Talon sera mesuré à la fin de son mandat par rapport à ce qu'il aurait demandé, enfin ce qu'il aurait fait pour le pays. Moi, je suis d'accord avec le président Talon aujourd'hui qu'il me fasse donc ces réformes et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurai le temps donc de voir comment il ferait donc ces réformes à la fin. Mais je voudrais souligner un seul aspect donc par rapport à cela parce que négatif par rapport même à ce que le bâtonnier a dit. Quand le bâtonnier parle donc des réformes institutionnelles et autres par rapport donc à la commission. Bâtonnier, regardez tout ce qui a été mis comme fonds aujourd'hui dans la création de cette commission. Vous pouvez rapporter les preuves de ce que vous dites. Laissez tomber. Rapporter les preuves de ce que vous dites. Vous l'aviez sur les réseaux sociaux. Vous l'aviez donc partout. C'est pour ça que je dis que je vous connais. Vous êtes quand même un homme de droit. Je dis que je vous connais et vous me connaissez très bien. Vous êtes un homme de droit. Les réseaux sociaux. Non, laissez tomber. Que ces gens-là, d'accord, qui sont dans la commission, montent au créneau et nous disent au moins, d'accord, combien ils ont reçu et combien ils ont mis. Ça permet donc de dissiper tout ça. En dehors donc de ça, en droit, vous savez que par rapport aux travaux donc de cette commission, puisque moi j'attends donc les débats. Lorsque vous prévoyez une loi organique par rapport à l'exécutif alors que nous sommes dans un régime présidentiel, ça permet d'affaiblir le pouvoir exécutif et parfois au détriment soit d'autres institutions comme l'Assemblée nationale et autres. C'est ce que le candidat a dit dans son programme. Donc partant donc de là, lorsque vous affaiblissez alors que nous sommes dans un régime présidentiel, où c'est l'exécutif en réalité qui est caractéristique en réalité donc de ce régime politique, et que vous prévoyez donc ça, déjà vous allez donc sur le terrain de la modification donc du régime et présidentiel, alors que vous savez très bien du régime politique, alors que vous savez très bien que de par ce qui était prévu, ces fondamentaux ne doivent pas donc être touchés. L'utilité aujourd'hui de cette commission, dites-le moi, par rapport donc en droit. Donc je dis, je vous comprends, c'est pour plaire, parce que on se connaît, vous aviez dit là. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Du président, aujourd'hui, le président Yahi est traité, et d'entrée de jeu, vous avez traité le président Yahi donc de dictateur. Mais vous savez que vous étiez aussi avec le président Yahi, vous aviez soutenu donc ces actions au départ. Je vais vous dire, donc vous êtes responsable aussi donc de cette dictature. Vous avez oublié quelque chose. J'ai un principe. Et c'est pareil encore maintenant. Quand vous faites bien. Non, c'est encore pareil maintenant. Quand vous avez fini, vous avez fini. Oui, non, j'ai pas encore fini, j'ai la parole. Alors. Quand on va finir maintenant, et à la fin, ils vont commencer par dire la même chose au président Talon. Quand on lui parle, il n'écoute pas. Parce que des intérêts n'auraient pas été servis. Je suis sûr qu'un jour, vous sortirez encore pour dire que le président Talon, et oui, qu'il est dictateur, etc. Non, puisque j'ai pas fini. Quand vous allez finir, je vous écoute. Donc, partant donc de là, moi je dis que, venant même de vous aujourd'hui dire que Yahi était un dictateur, moi je dis que c'est pas bon. Vous êtes également responsable donc de cela. Je vais vous dire quelque chose que vous n'aviez jamais compris. Mais le président Talon est très malin. Vous avez fini? J'ai pas fini. Non, continuez. Vous ne voulez pas finir. Vous avez fini et vous dites. Oui, ce qui est sur le président. Vous n'aimez pas le contradictoire. Vous ne devez pas aimer le contradictoire. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est-à-dire que je ne veux pas comprendre. Ce qui est sur le président Talon est très malin. Il connaît très bien laissez à présent le bâtonnier. Il y a quelque chose qu'il faudrait que le compatriote sache. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce qui a été fait et de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je crois que c'est de cette manière qu'il faut raisonner lorsque vous êtes avec des gens. Nous avions en son temps effectivement soutenu au début le président Boni Yahi, comme l'a dit mon confrère, de 2007 à 2009. Mais lorsqu'il a commencé, à moins qu'on soit, comme tous ceux qui ont été jusqu'au bout, continuer à jouer la danse de ventre devant lui. Nous n'avions pas cette conception de la vie. S'il se confirme que le président Talon commence à emprunter une voie qui n'est pas celle que nous voulons, c'est normal qu'on rentre dans les critiques. Et je le dis toujours, quelles que soient les critiques d'un citoyen, ces critiques doivent être constructives. Lorsque vous critiquez, et tout le temps où l'ancien régime était là, toutes mes critiques ont été des critiques constructives. Lorsqu'ils font bon, je dis oui, ils ont fait bon. Lorsqu'ils font mal, je suis le premier à le dire,
non, vous avez fait mal, voilà ce que moi je suggère, voilà ce que je propose. Donc ce que je souhaiterais que vous sachiez, lorsqu'on n'a rien à dire, qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Parlons d'un autre sujet. Vous venez sur un plateau. S'il vous plaît. Sur un plateau, quand on n'a rien à dire, on se tait. Quand on n'a rien à dire, on déroule le programme. On se tait. Parlons à présent. Parler des actes qui se posent aujourd'hui, accompagner le pouvoir. Si ce si vous permettez, parlons à présent d'un sujet qui vous concerne toujours aussi. Le Conseil supérieur de la magistrature, ça fait partie des réformes. Mais ça fait partie également des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Vous qui êtes acteur de la justice, quel est votre point de vue là-dessus? Non, je pense que quand on voit la configuration actuelle du Conseil supérieur de la magistrature, vous avez 3 personnalités qui sont liées et qui gouvernent cette institution qui est importante et qui gère, je dirais, la carrière non seulement de la justice, mais des magistrats. Surtout. Bon. Or, avoir à la tête de ce Conseil supérieur de la magistrature le chef de l'État, son ministre de la Justice, le président de la Cour suprême qu'il nomme et qui est aux ordres. Donc je pense que ce n'est pas bon. Et c'est là où nous nous disons qu'il serait bon, ne serait-ce que pour lui-même, le chef de l'État, alors qu'il a déjà un représentant dans cette institution qui est importante. Le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux. Alors qu'on écarte, qu'on élimine, qu'on sorte le chef de l'État de cette institution, ce n'est que pour des raisons, je dirais, d'équilibre, non seulement d'éthique, merci. Bon, il en est pareil c'est vu autrement en ce qui concerne la Haute Cour de justice. J'ai estimé, et je crois que on ne va pas porter de jugement. Avant d'en venir à la Haute Cour de justice, écoutons d'abord Patrick Diakwe sur le sujet. Non, je crois que on se connaît déjà ici. Répétez la même chose. Quand on n'a rien à dire, on se connaît tout le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que le bâtonnier n'arrive pas à nous dire sa position. Le bâtonnier n'arrive pas à nous dire sa position s'agissant de la Cour donc des comptes. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de la Cour. Non, laissez-moi, d'accord, et qu'il souffre que j'aille donc jusqu'au bout. Il ne nous a pas parlé donc de la Cour donc de compte s'agissant de ces magistrats qui doivent désormais se faire contrôler par le Conseil supérieur donc de la magistrature. Je sais très bien qu'on est au niveau donc du Conseil supérieur. Qu'est-ce que lui pense donc de ça? Il n'a pas dit. Ça, c'est un autre aspect. Voilà un autre aspect que moi je trouve aujourd'hui que on ne peut pas donc le faire. Et c'est en cela, vous imaginez, le président de la Cour suprême qui en réalité va devenir dans cette réforme, si elle est opérée, le président du Conseil supérieur de la magistrature et qui opère donc des dépenses, d'accord, le président de la Cour des comptes va être contrôlé, ou ces magistrats vont être contrôlés et faire l'objet donc de sanctions par lui. N'est-ce pas la Cour suprême, la suprême? Non, c'est-à-dire que il faut séparer les institutions pour avoir plus donc de clarté dans les choses. Ça fait partie des coquilles à corriger. Je dis, même également là, je trouve que la commission n'a pas approfondi les choses et certainement ils étaient limités par le délai donc de le faire. Le chef de l'État aurait pu au départ simplement, puisque lui-même devait déjà avoir ça au sein de son programme, ramener donc le programme pour ne pas étaler au grand jour les mésententes. Donc vous essayez, Patrick Diakwe, que ce n'est que le programme de Patrice Talon qui a été avalisé par la commission. Ah, c'est ce que moi je pense, parce que on aurait pu se dispenser dans cette commission et aller présenter les choses pour que les critiques arrivent sur l'aspect de la Cour des comptes. Non, je pense que la Cour des comptes, nous l'attendons depuis longtemps. Parce que les normes régionales, plus précisément l'UEMOA, exigent du Bénin qu'elle soit une cour au lieu d'une chambre que nous avons aujourd'hui. C'est que la commission a avalisé maintenant. On passe désormais à une Cour des comptes. Mais Patrick Diakwe relève une subordination de la Cour des comptes par rapport à la Cour suprême. J'ai donné mon avis par rapport à la Cour suprême tout à l'heure. L'institution, il faut déjà prévoir. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est des suggestions. La commission vient de faire des suggestions, ce ne sont pas encore des décisions. Oui, mais est-ce que ça pose un problème effectivement que la Cour des comptes relève de la Cour suprême malgré tout avec je viens de vous le dire également, moi j'aurais souhaité l'autonomie
est totale et financière de la Cour des comptes. L'autonomie est totale de la Cour suprême. L'autonomie totale et financière de la Cour constitutionnelle. L'autonomie financière de toutes les institutions. S'il ne faudrait pas qu'une juridiction, quand elle est créée, soit subordonnée à une autre. Donc, ça, c'est clair, c'est net. Et c'est pour ça que je dis, le problème ne se pose même pas en l'état. Soulever le problème, c'est défoncer une porte qui est déjà ouverte. Donc, Maître Patrick Diakoué, en clair, vous estimez que les magistrats de la Cour des comptes ne devraient pas répondre du Conseil supérieur de la magistrature. Ils devaient avoir leur conseil à eux, c'est cela? Il faut aujourd'hui donner aux magistrats la liberté et l'indépendance de travail. Et partant donc de là, une Cour des comptes qui doit contrôler la gestion des hommes politiques, des hommes publics. On ne peut pas placer donc des magistrats sous le contrôle de ce Conseil supérieur donc de la magistrature. Et ils le savent très bien, ce que je suis en train de dire. Je crois qu'on doit pouvoir aller dans le sens de la création d'un Conseil supérieur de la magistrature financière. Eh bien, les auditeurs... Mais nous n'avions pas parlé de la Cour... de la Haute Cour de justice, je vous avais promis, oui. Allez-y. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut toujours faire un audit. L'audit, ce n'est pas pour aller à sanction financière, comme les gens le pensent. C'est pour relever également ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ça a été fait par la commission. Absolument. Alors, est-ce qu'il faut la conserver aujourd'hui, cette haute cour de justice? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Qu'est-ce qu'il faut faire? La commission n'a pas répondu clairement. La réponse, il y a plusieurs sortes de réponses. Trois plus précisément. À mon avis, je pense que si nous voulons être efficaces, puisque d'autres pays l'ont déjà expérimenté, le Cameroun l'a fait depuis 1961. Puis il y a la loi, si mes souvenirs sont bons, de 1991. Et qui, de 2011, autant pour moi, qui a créé un tribunal criminel spécial avec un délai bien déterminé pour que, lorsque vous êtes saisi, la décision soit rendue. Pour les ministres et les députés? Pour tous ceux qui auraient, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient président de la République, qu'ils soient ministres, qu'ils soient fonctionnaires ou chefs d'institution, lorsqu'on constate des détournements, des infractions financières, vous passez un tribunal, si vous préférez, moi je l'appelle tribunal ad hoc spécial criminel, cour criminelle spéciale, et ça fonctionne très bien. Je viens du Gabon, où le Gabon a demandé aux confrères camerounais de venir expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, et si vous allez au Cameroun aujourd'hui... C'est ce que vous suggérez aujourd'hui au Bénin? Moi je suggère aujourd'hui qu'à lieu et place de cette institution qui est budgétivore et qui n'est pas fonctionnelle, qui est bloquée, si on estime qu'on ne peut pas aller à la création d'une telle juridiction qui fonctionne, et si vous allez au Cameroun aujourd'hui, les prisons du Cameroun sont jonchées de gouvernements. Vous pouvez même avoir un gouvernement complet. Vous avez des premiers ministres qui sont là, vous avez des ministres qui sont là, qui sont dans ces prisons pour avoir. Et quand vous allez en prison, c'est-à-dire ce que j'apprécie également, on peut rembourser pour permettre aux caisses de l'État ou à la caisse de l'État d'être renforcé si vous ne voulez pas être mis au youf. Donc je crois il y a plusieurs manières, mais en l'état, il faut revoir cette institution qui est budgétivore et qui n'est point opérationnelle. Votre proposition par rapport à la Cour de justice? Vous savez, on a besoin aujourd'hui donc des hommes, pas donc des courtisans. Donc ça veut dire que même à la tête de cette institution, il faut laisser la Haute Cour de justice en place et alléger donc les procédures. Parce que ce qui pose problème jusqu'à aujourd'hui, c'est le problème donc des procédures au niveau donc de cette institution. Allégeons donc les procédures et permettront aux gens donc de se faire juger sans difficulté. Donc ça veut dire qu'il n'aura rien à inventer au niveau de la Haute Cour de justice. On n'a pas besoin de supprimer la Haute Cour de justice. Non, pas du tout. Parce que moi je dis que en allant la replacer au centre de la Cour suprême, parce que les gens ont parlé également de cette création de la chambre politique de l'autre côté, ça va ramener la politique davantage dans le pouvoir judiciaire. Donc je crois qu'il faut laisser la Haute Cour de justice en place et alléger donc les procédures qui permettent de connaître et qui permettent aux gouvernants de se présenter devant cette juridiction. Nous allons tout de même permettre aux auditeurs, un ou deux, trois au plus, de se prononcer dans cette émission uniquement par téléphone et deux numéros, le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Nous avons déjà le tout premier en ligne. Auditeur, bonjour.
Bonjour, Virgile Awansel. Bonjour, à qui avons l'honneur? On m'appelle Zachary Egouletti. Zachary Egouletti, bienvenue. Monsieur Miga, Maître Miga, bravo à vous. Merci beaucoup. Maître Chiapé peut mieux faire. Nous avons encore l'impression que nous sommes en face d'un débat où, manifestement, Maître Chiapé est venu défendre ses clients. Et c'est de plein droit. Mais Maître Chiapé, sauf que vous dites que vous perdez en conjecture. Vous perdez en conjecture parce qu'on vous voit pour le pour et le contre. Monsieur Egouletti, oui, allez directement poser vos questions, c'est toujours mieux comme ça. Maître Chiapé, je vous pose une seule question. Êtes-vous pour l'annulation des concours? Première question. Deuxième question. Pour la haute cour de justice, un cours qui est resté depuis longtemps dans l'invalidité. Pensez-vous qu'il n'est pas grand temps de faire disparaître cette cour pour que tout le monde puisse comparer des voix à les tribunaux de droit commun? Merci. Merci d'être passé. Le deuxième auditeur, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Oui, monsieur Ignorance ou Sébastien. Allez-y. Oui, je salue vos invités. Et ma première question, c'est à Maître Sapin. Bon, est-ce que en tant que Béninois, il n'a pas vu que le concours qui a été organisé a été mal organisé parce qu'il y a des gens qui sont dedans, il y a la famille, même famille, plus de 15, où il y a des gens qui n'ont pas composé et les noms sont trouvés dedans. Est-ce qu'en tant que Béninois, s'il ne veut pas faire, je sais qu'il est avocat pour défendre, d'accord, c'est son droit. Est-ce qu'en tant que Béninois, il est bon que les gens restent à l'étranger et sans participer au concours sont admis? Et ma deuxième question est est-ce que le gouvernement n'a pas le droit d'annuler s'il veut ou bien qu'il n'a pas ce droit? Bon, pour Maître Mika, je l'apprécie pour sa clairvoyance parce qu'il fait la part des choses, même si Maître Safin ne le comprend pas parce qu'il a... Vous venez arbitrer. Merci beaucoup, monsieur Sébastien. On retrouve le troisième auditeur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue. À qui avons l'honneur? Boubacar Wali. Boubacar Wali, oui. Oui, oui. En fait, c'est pour féliciter d'abord les deux maîtres. Le maître qui soutient les lauréats, je vois qu'il se défend pas mal. C'est bon. Bon, ce que moi, je voulais demander aussi à l'autre maître, il avait dit le 6 avril, lorsqu'il y a évolué prêter ses membres, voyait qu'il était un dictateur. Et comment encore il a soutenu? Parce qu'il a dit au début, il a soutenu Yaïbouni. Mais maintenant, il dit qu'il a su que c'était un dictateur depuis 6 avril. Comment soutenir encore un dictateur depuis le 6 avril? Ça, il y a un problème. C'est ça qui m'intéresse. Je vais qui répondre à ça. Merci d'être passé. Le quatrième et tout dernier auditeur. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est M. Ngbo Chantal de tout le Kosa. Ngbo Chantal. Oui. Ah oui, allez-y. Ok, je voudrais savoir si Maître Sacré et nous, là, nous sommes dans le même pays. Ouais. Alors, en 2012, où son gouvernement, lui, le gouvernement Yahi avait annulé les concours. Il n'a jamais été ministre. Est-ce qu'il avait eu la même position? Pourquoi ne s'était pas sorti pour défendre les lauréats dont les concours étaient annulés en 2012? Je l'informe que nous, qui avons échoué au concours en 2015, nous allons nous constituer et choisir aussi un avocat pour aller nous défendre. Parce que ce qui s'est passé, c'est horrible. Et je ne peux pas comprendre que des Béninois de même rang comme lui, Maître Tchakè, puissent se défendre du faux juste à ce point-là. C'est ahurissant, c'est ahurissant. Moi, je me demande si nous voulons le développement de ce pays-là. Je me demande si nous voulons le développement de ce pays-là. Alors, je voudrais demander à Maître Tchakè, quand il parle du maintien de la haute cour de justice en l'état, la haute cour de justice n'a servi à rien depuis le temps où on l'a mise en place. Je voudrais qu'on supprime la haute cour de justice et que tout le monde soit jugé devant les tribunaux de droit commun. C'est votre point de vue.
Ok, merci. Merci Chantal Rungbo qui nous appelait depuis le Kossa dans le Mono. Nous allons revenir à présent dans ce studio. Voyez-vous, les concours annulés ont fait donc ont occupé la bonne partie des auditeurs, des interventions. Mais Tchakpe, décidément, vous n'avez convaincu pas grand monde. Chantal Rungbo, est-ce que vous défendez du... Non, vous savez, et au Bénin, quand vous n'avez pas les mêmes points de vue que d'autres, et je vais commencer donc par lui d'ailleurs, qui a même un prénom de femme, parce qu'il faut respecter. C'est tort. Donc, je voudrais lui dire que, en fait, je suis l'avocat donc des lauréats. Et il parle donc de 2012. Moi, je n'avais pas été informé, en réalité, de l'annulation des concours en 2012. Ah bon? Et oui, bien sûr, parce que... Vous n'étiez pas au Bénin? Je suis un peu instable au Bénin. Et ce qui est encore plus grave donc dans ça, ils ne se sont même pas rapprochés donc de moi pour venir donc les défendre. Je ne peux pas aller vers eux parce que c'est pas à eux, donc c'est pas à moi d'aller donc vers eux. Vous permettez donc, sur la question rapidement, je pose la question à l'avocat que vous êtes. Mais comment on arrive à avoir cette conviction? La conviction se mélange pratiquement à un devoir envers le client. Est-ce en même temps votre... Je vais vous expliquer. Oui. Je vais vous expliquer. Donc du coup, il demande si on est dans le même pays, nous sommes dans le même pays. Est-ce qu'il s'est rapproché donc de moi pour parler? Et quand vous voyez celui-là qui parle aujourd'hui, il est simplement... Je ne cherche pas à le convaincre. Monsieur Chantal Rungbo. Oui, même si c'est madame. Je dis, je ne cherche pas donc à le convaincre tout simplement parce qu'il a dit que lui, il a échoué pour les concours donc de 2015. Ce qui veut dire qu'il est heureux que ces concours soient annulés aujourd'hui tout simplement parce que ceux de 2012 ont été annulés. Alors peut-être qu'il est reçu donc pour les concours donc de 2012. Je dis, voilà le sentiment donc au Bénin. Quand vous n'êtes pas concerné, c'est qu'on trouve que ce que les autres subissent est bien. Donc je dis que par rapport donc à cela, s'il veut se rapprocher donc de moi, s'il veut se rapprocher donc de moi, on verra donc ça. Moi je ne suis pas arrivé ici pour les concours. Je dis, je ne suis pas arrivé ici pour les concours donc de 2002, qu'il le sache. Maintenant, je voudrais parler à monsieur, je ne vais pas aborder la question posée par monsieur Aboubakar, mais monsieur Sébastien, je crois, qui demande, et ça va prendre une partie de la question de monsieur Gouletti. Et déjà, à monsieur Gouletti, je lui dis que je ne plais pas en conjecture. Je ne plais pas moi en conjecture. Je crois que je ne sais pas ce qu'il met donc dedans. Et c'est ça qui complique davantage donc sa question. Mais ce que je voudrais donc lui dire, il voudrait savoir si moi je suis pour l'annulation aujourd'hui donc de ces concours. Il ne m'a pas suivi au départ. J'ai dit, je ne suis pas donc pour la fraude. Je ne suis pas donc pour la fraude. Si on doit annuler, il faudrait qu'on puisse donc mettre sur la place, d'accord, ne serait-ce que donc de façon contradictoire, les éléments qu'ils ont, et on discute, et que ça soit une autorité, une tierce autorité, comme l'autorité judiciaire, qui puisse donc passer à l'annulation de ces concours, si on devrait donc prononcer une annulation. Parce que ce qui nous oppose aujourd'hui, nous oppose donc à l'État. Et l'État ne peut pas de son propre chef, alors qu'il est impliqué, et qu'il est en face donc de nous, prendre la décision donc d'annulation. Donc par conséquent, moi je trouve aujourd'hui que le débat, c'est de dire à l'État, quand vous aviez reçu tous ces éléments, est-ce que vous aviez discuté de ces éléments de façon contradictoire avec les intéressés pour savoir si c'est vrai ou faux, ne serait-ce que de recueillir l'avis donc des intéressés? Est-ce que quand vous aviez fini, vous n'aviez pas la possibilité, au lieu que vous prononcez vous-même, en réalité, cette annulation, de saisir donc la justice pour que ça soit une autorité tierce qui puisse donc apprécier pourquoi de le faire? Donc je dis, moi je dis aujourd'hui que si on doit annuler ou si on ne doit pas annuler, normalement l'État et nous devions donc nous retrouver devant l'autorité judiciaire pour le faire, et non le faire comme il vient donc de le faire de façon politique. Oui, non, je crois que ce que les uns et les autres ont dit, c'est fondé, parce que je l'ai dit tout au long de cette émission, que le pouvoir a agi en bon père de famille et n'a pas pris une décision de manière impulsive, comme nous le sachions à un moment donné. C'est-à-dire, ça a été réfléchi. Dans un premier temps, la suspension, ensuite l'annulation, et enfin, aller devant
enclencher la procédure administrative, la procédure judiciaire. Et s'ils ont dit, ce que nous avions aussi constaté, c'est que les auditeurs sont également pour que la Haute Cour de justice disparaisse, pour qu'elle disparaisse. Et je le souhaite aussi, je la souhaite aussi plutôt, cette disparition. Et enfin, M. Waliou Boubacar qui a parlé, comment peut-on alors soutenir quelqu'un qu'on a traité au départ, on a vu en lui un dictateur. Vous savez, quand il y a eu prêté serment, rappelez-vous ce qui avait été fait, qui a frappé plus d'un, ou au niveau de la méconnaissance de la Constitution, le refus de prononcer certains mots. C'est-à-dire quand vous les analysez, vous voyez tout de suite ce que ça pourrait être. Nous l'avions fait. Et la Cour nous a donné raison plus tard en voyant l'homme comme celui qui a méconnu la Constitution. C'est-à-dire quand vous ne voulez pas d'une institution qui doit être votre bréviaire, qui doit gouverner, que vous devez respecter puisque vous êtes devenu le numéro 1. Mais là où, si nous l'avions soutenu, c'est parce que il disait, et ça m'a toujours tenu à cœur, et tout le monde me connaît pour ça, le développement de la capitale, le développement de la ville de Porto-Novo. Il disait qu'il allait développer notre capitale commune, qu'il en ferait une capitale moderne. Nous l'avions attendu. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas l'accompagner sur ce point? Parce que ça nous tient à cœur. Depuis 1960, et tout le monde le sait, Porto-Novo attendait cela. Et que quelqu'un vienne dire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est l'accompagner. Malheureusement, pendant 5 ans, pendant 10 ans, les Porto-Noviens ont attendu. Au contraire, il a plongé Porto-Novo dans l'obscurité. Peut-être il continue toujours d'attendre les Porto-Noviens. Et je peux vous le dire que le départ va commencer bientôt. Je crois que l'heure a sonné pour que le développement réel de Porto-Novo commence par les Porto-Noviens eux-mêmes. Vous n'avez pas répondu à la question. La conviction, est-ce que vous étiez déjà convaincu de ce que ces lauréats-là qui sont brimés? Je vais vous dire quelque chose. Et vous savez que dans ce pays, des gens ont été combattus. On leur a reproché beaucoup de choses. Mais où tout ça là s'est réglé? Devant les juridictions. Dès que vous êtes parti, vous ne pouvez pas prendre. Répondu. Non, mais parce que au thème de cette émission, parce que je dis pour prendre donc des sanctions lorsque vous-même vous êtes impliqué, allons vers quelqu'un qui peut arbitrer. Nous pourrons considérer ceci comme oui. Très rapidement votre mot. Non, je voudrais dire que on parlait de Porto-Novo tout à l'heure. Je dis aux Porto-Noviens, comme on l'appelle le 23 de ce mois-ci naîtra le Front des Républicains pour le développement. Il nous concerne tous, quel que soit l'homme politique, quel que soit l'homme de la société civile, enfants, femmes, vous êtes tous invités, nous sommes tous concernés pour le développement de notre commune, de notre capitale commune. Les Béninois, les Béninoises, tous seront associés. Merci à mes auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. C'est la fin, donc Georges Pono a assuré la mise en onde. On se retrouve dimanche prochain avec le retour de Wilfred Hervé Adou. Bon dimanche à tous.